Nous sommes en 2001, et à ce moment-là, je n'étais encore qu'un môme âgé de 7 ans. J'ai découvert, comme beaucoup d'enfants, l'univers d'Harry Potter au cinéma. Un univers auquel je suis très vite tombé amoureux, allant voir en salle chaque volet de la saga l'un après l'autre. Et même si je trouve que certains films sont bien moins intéressants que d'autres, je les ai tous bouffés comme un mort de faim. À l'époque, avec nos yeux d'enfant pour la plupart, nous nous laissions transporter par ces films qu'importe leurs potentiels défauts. Après tout, qu'est-ce qu'il y avait de plus beau que de suivre tous ces personnages, essayer de s'identifier à eux, et rêver d'être à leur place, à Poudlard ou sur un balai de Quidditch. Mais oui, au-delà de tout ça, nous avons surtout grandi en même temps que ce monde magique. Inutile de vous dire qu'en 2011, et sans vouloir faire ma pleureuse, j'ai senti que quelque chose allait me manquer pour les années à venir. Un vide qui allait assez rapidement se combler avec l'arrivée d'une nouvelle saga pour étendre l'univers en 2016. Mais les choses ont malheureusement changé depuis, parce que nous n'avons plus nos yeux d'enfant de l'époque, et aujourd'hui les défauts, nous les voyons. Bon, vous l'aurez compris, Les Animaux Fantastiques 2 intitulé Les Crimes de Grindelwald, c'est toujours pas ça. On va revenir sur pas mal de choses qui ne vont pas dans cette critique, mais aussi sur quelques bonnes choses que l'on peut trouver dans le long métrage. C'est pas la catastrophe de l'année, faut pas abuser non plus, mais encore une fois, c'est très loin d'être ouf. Pour ça, la critique sera une nouvelle fois coupée en deux, avec dans un premier temps une partie sans spoiler, et dans un second temps une partie spoiler, où on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans l'histoire, et dans les choses qui m'ont vraiment gêné. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, l'univers magique de J.K. Rowling a désormais un nom au cinéma. Les Crimes de Grindelwald est toujours réalisé par David Yates, qui a pris la réalisation de tous les films touchant à l'univers depuis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Tout comme le précédent volet, le film est écrit par J.K. Rowling, et j'ai eu la chance de découvrir cette nouvelle réalisation lors de l'avant-première mondiale qui s'est déroulée à Paris. Parce que oui, les Crimes de Grindelwald se déroulent en très grosse partie dans notre capitale si vous ne le savez pas. Le film est une nouvelle fois porté par Eddie Redmayne en Norbert Dragono, mais aussi par deux nouvelles belles pointures qui rejoignent le casting, à savoir Jude Law en Dumbledore et Johnny Depp en Grindelwald. Quelques mois après sa capture, ce dernier s'évade de prison pour aller foutre un peu beaucoup le bordel. Afin de l'arrêter, un puissant sorcier fait appel à Norbert Dragono pour l'épauler dans cette tâche. Et ce sorcier, c'est Albus Dumbledore. Alors oui, comme dit en introduction de vidéo, j'ai grandi avec Harry Potter comme beaucoup de personnes. Je les ai tous vus au cinéma et même ensuite des dizaines et des dizaines de fois, et si la qualité des films est assez inégale, c'est une saga que je porte dans mon cœur même si je ne suis pas un fan hardcore qui a lu tous les livres dans 2 langues différentes, etc. Parce que oui, le fait d'avoir vu le film en avant-première mondiale, vous imaginez bien que je me suis retrouvé dans une salle composée de gros fans qui arrivaient à jouir à chaque fois qu'on voyait un hamster magique à l'écran. Donc non, on va parler de ce film de manière très objective, on range son côté fanboy et on se lance. On va parler dans un premier temps du casting et de l'univers des Animaux Fantastiques. Alors déjà, j'ai un problème avec ce titre et notamment avec la partie Les Animaux Fantastiques. D'ailleurs, je pense qu'eux aussi, vu le peu d'importance niveau place qu'a la partie Les Animaux Fantastiques par rapport à Les Crimes de Grindelwald sur tous les supports de com. Parce qu'autant le premier oui, mais alors là on n'est plus du tout focalisé sur les animaux. On va te caser un animal par-ci par-là pour justifier le titre, mais pourquoi avoir appelé cette saga comme ça? Bon, après Les Crimes de Grindelwald, ça se discute aussi parce que je cherche encore pourquoi cette deuxième partie de titre. On ne parle pas maintenant de l'histoire, Guillaume, calme-toi. Au niveau des acteurs, nous retrouvons en grande partie le cast du précédent volet qui fait le taf. Et Eddie Redmayne que j'aime bien dans ce rôle que je trouve plutôt bon, avec toutes ses mimiques, avec sa gestuelle et avec ses jeux de regard qu'il gère plutôt bien. Mais la grande attraction, ou plutôt les deux grandes attractions, était Dumbledore et Grindelwald. Johnny Depp est de suite très crédible dans ce rôle, et même si on pouvait se poser pas mal de questions par rapport à ses débordements extra-professionnels, à savoir s'il allait être maintenu pour le rôle, s'il n'allait pas être remplacé, en tout cas artistiquement c'est une bonne chose qu'il soit là. Bon, par contre il n'était pas là à l'avant-première à Paris, je pense qu'on lui a dit bien gentiment de rester chez lui. J'espère pour lui que Warner ne lui tournera pas le dos pour la suite parce que je pense que ça pourrait précipiter l'arrêt de sa carrière, ou du moins bien l'enterrer, et je pense que pour rebondir ça sera chaud. Jude Law, je ne parle même pas de sa performance d'acteur, mais je suis persuadé depuis le début, ça s'est confirmé, c'était le mec qu'il fallait choisir pour jouer Dumbledore. Il a le charisme, la prestance, ce côté british et aussi ce côté un peu fou qui colle parfaitement au personnage. Par contre, j'ai pas du tout kiffé son introduction dans le film, je m'attendais à un truc vachement plus marquant. Ça faisait un petit peu osef là. On a aussi pas mal de nouvelles têtes, mais globalement, les choix de casting, je les trouve bons et plutôt cohérents. Un petit mot sur le fanservice, il y en a peut-être pas autant que ce que l'on pouvait imaginer, mais il y en a bien sûr. Au niveau de l'univers, nous quittons donc New York pour nous retrouver
retrouver cette fois-ci à Paris. Même si attention, aucune scène n'a été tournée à Paris, mais plutôt dans les studios de Warner. Et le long métrage n'est pas dégueu et présente encore une fois un Paris sous un beau visage cette année. Parce que c'est pas la première fois que Paris est mis à l'honneur ces derniers mois et plutôt bien mis à l'honneur. Donc oui, la représentation de Paris dans les animaux fantastiques, c'est plutôt cool. Le film se déroule en très grosse partie dans notre belle capitale et c'est en toute logique que l'avant-première mondiale se soit déroulée ici. Et pour le coup, c'était déjà un peu le cas avec le premier long métrage, mais ce nouveau volet s'adresse encore une fois à un public encore plus mature. On sent que la cible, c'est nous, c'est les gens qui ont grandi avec Harry Potter et qui ont donc grandi depuis, et ça se voit au fait que le film est sombre et encore plus sombre que le premier. Assez complexe aussi par moments, c'est assez mal branlé, mais ça va partir dans des histoires de famille, en veux-tu en voilà. Enfin bon, si vous êtes paumé à un moment, c'est pas anormal. Le long métrage veut faire plus que le premier, plus grand, plus fort, plus époustouflant. Ce qui fait qu'on rentre parfois un petit peu dans le too much, à l'image d'une conversation par exemple sur les toits de Paris, entre Ezra Miller et Johnny Depp, le tout en chant contre chant. Derrière Ezra Miller, on a la Tour Eiffel, et derrière Johnny Depp, au loin, on a le Sacré-Cœur. Et là tu fais, ah les gars, il manquait plus qu'un plan d'ensemble avec Notre-Dame là-bas, et on était tout bon. Nous y reviendrons dans la partie spoiler, mais ce too much, on le ressent dans pas mal de domaines. Et là je parlerai des sorts, de l'utilisation de la magie qui part vraiment dans tous les sens, jusqu'à ce que ça en devienne même what the fuck. L'univers cherche encore à s'étendre en permanence, ce qui fait qu'on n'avance pas beaucoup sur une chose, l'histoire. Et là ça commence un petit peu à m'emmerder parce que je me souviens très bien lorsque j'étais sorti du visionnage du premier film, je me souviens m'être dit que j'avais eu l'impression d'avoir vu un film de transition, un long métrage plutôt lent qui posait son univers et qui nous faisait découvrir pas mal de choses, oui, mais qui amputait un peu l'histoire qui n'était pas si vaste et intéressante au final. Et pour ce second, et bah pareil, j'ai l'impression d'avoir encore vu un film de transition. Et deux à la suite, et bah ça commence à faire beaucoup. On sent qu'il y a un truc qui va arriver, on attend que ça arrive, mais merde, ça fait déjà 2 films qu'on attend ce quelque chose. Je me rappelle aussi qu'à la sortie du premier film, je disais aussi que j'avais pas eu l'impression d'avoir vu quelque chose d'aussi intéressant qu'Harry Potter. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas l'impression d'avoir vu quelque chose avec un matériau assez intéressant pour l'étendre sur 3 films. Maintenant, on est même passé à 5, c'est dire à quel point on étire le truc. Donc oui, à étirer tout ça, c'est lent, c'est mal rythmé et c'est loin d'être intéressant par moment. Et vous le ressentirez peut-être pas si vous êtes un fan hardcore de la série parce que tout va vous parler. Et forcément, si ça vous parle de ouf, on risque de moins se faire chier. Mais alors déjà, si moi, qui aime beaucoup l'univers, je trouvais ça long par moment, je pense qu'une personne qui découvrira le tout avec les animaux fantastiques et donc qui n'a pas d'attache, trouvera ça très long. Et le problème, ça m'embête de le dire parce que je respecte son travail à 400%, son succès, que je peux même qualifier de légendaire, mais il ne faut pas que J.K. Rowling soit à l'écriture de ses films. C'est un travail totalement différent, on n'écrit pas un long métrage comme on écrit un livre. Quand on va écrire un livre, on va bien plus rentrer dans le détail pour offrir un contenu qui va être plus dense. Alors que dans un film, faut avant tout réussir à faire tenir ton univers et ton histoire dans une certaine durée, et faire en sorte que le tout soit intéressant et donc très efficace. Et avec J.K. Rowling au scénario, on se retrouve avec quelque chose de bien chelou, de très lent, où l'on va continuellement vouloir te faire découvrir de nouvelles choses au niveau de l'univers, au dépit du rythme du film et de l'avancement de l'histoire. Du coup, comme on doit se toucher la nouille sur l'univers, et ben on va parler de la direction artistique et de la technique. Au niveau des décors et des costumes, c'est plutôt bon, j'en attendais pas moins. Je rappelle aussi que le premier volet avait chopé l'Oscar des meilleurs costumes en 2017, face à Allier, Jackie et La La Land, donc bon, en gros, c'était plutôt une belle perf. Mais alors, pour tout le reste, mon dieu, le film est vraiment très moche, a beaucoup trop de moments, multipliant les fonds verts visibles à des kilomètres, de la surenchère surabusée de magie dégueulasse, ainsi que de la mise en scène bien plus que douteuse. Je parle surtout de l'introduction du film pour la mise en scène, que ce soit dans sa réal mais aussi dans sa luminosité. C'est hyper sombre, ça se déroule durant la nuit et t'as des orages qui arrêtent pas d'éclater toutes les 3 secondes, ce qui fait que l'écran passe toutes les 3 secondes du noir au blanc. Je pense que les 5 premiers rangs ont directement perdu leurs yeux dès l'intro. Certains animaux par contre, et je pense forcément à l'espèce de gros chat asiatique, sont plutôt soignés. Par contre, toujours en parlant de chats, il y a un moment, dans une scène qui se passe au ministère de la magie française, des chats noirs aux yeux bleus qui débarquent, qui sont vraiment horribles. Ils étaient pas finis, c'est pas possible, je pense vraiment que ça fait partie des pires animaux, les animaux les plus mal foutus que j'ai vus depuis très longtemps. Il y a des faux raccords, il y a aussi pas mal de scènes qui s'enchaînent très bizarrement, c'est le cas de le dire, ça se fait un peu par magie. Et au niveau de la réalisation, ouais, bah rien de très recherché, je pense limite que le plus recherché, ça a été les plans en face caméra durant les conversations. Mais pareil, je ne comprends pas ce choix, je vois pas ce qui le justifie, je ne sais pas. On va maintenant rentrer dans la partie spoiler et donc rentrer un petit peu dans le détail, et pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à vous rendre au timecode qui est affiché à l'écran. Je pense que je vais balancer chaque point comme je l'ai fait pour ma critique de Venom. Du coup, on commence. Alors déjà, pour commencer, c'est moi où on a totalement survolé le fait que le personnage de Jacob Kowalski se faisait oublietter à la fin du premier film. Et donc qu'il devrait avoir oublié tout ce qui s'était passé durant les animaux fantastiques premiers
du nom. Même si la fin restait un peu ouverte, mais bon là ce personnage n'a pas totalement perdu la mémoire, c'est pas croyable. Ou alors j'ai loupé un truc, mais c'est pas justifié il me semble. Je trouve la présentation des deux univers parallèles à Paris, donc l'univers des sorciers et celui des non-sorciers, assez bancal. C'est un peu bizarre parce que lorsque les sorciers passent sous cette fameuse statue qui est à Paris, on se retrouve dans l'univers des sorciers. Sauf que dans une des premières scènes dans ce Paris parallèle, la scène du cirque où Croyance va s'évader, et ben on nous montre à l'écran que des sorciers, il n'y a pas de moldu et on le voit encore plus lorsque tout va partir en couille, à la fin il n'y a plus personne dans la rue. Soit on est dans la partie moldu, soit on est dans la partie sorcier et donc on ne voit que les sorciers. Mais arrive cette scène où Grindelwald envoie plein de draps noirs sur Paris. Et on voit cette fois-ci par contre une part des personnes qui vont regarder tous ces draps qui vont arriver, cette menace, et donc ce sont les sorciers. Mais si vous êtes vigilant, vous allez voir qu'on va avoir aussi une partie de personnes qui va continuer son train de vie à l'écran, qui va continuer à marcher, etc. Et c'est assez bizarre parce qu'on ne nous présente pas auparavant le fait que l'on puisse voir à l'écran à la fois les moldus et à la fois les sorciers. Est-ce que les sorciers voient les moldus? Je pense que oui, parce qu'on les voit. Est-ce qu'ils peuvent les toucher? Enfin bon, j'en sais rien, mais bon, tout ça pour dire que j'ai trouvé tout ça en tout cas assez bancal. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire de la relation entre Dumbledore et Grindelwald. On sait depuis pas mal de temps que le personnage de Dumbledore est un personnage homosexuel. Il y a des moments dans le film où en effet c'est un peu ambigu et je pensais que le long métrage allait avoir les couilles d'aller enfin officialiser la chose. Mais non, au final c'est survolé et à la fin on nous explique que c'était juste un pacte de sang, etc. Blablabla. Bon, enfin bon, on verra ce qu'ils vont en faire par la suite. McGonagall qui est dans le film, et bon alors là tous les gros fans se sont mis à crier de joie. Mais en termes de timeline, ça n'a aucune cohérence puisqu'au moment où se déroulent les fêtes dans le film, elle ne devrait même pas être née. Et bon là, autant vous dire qu'on est en plein dans le bon gros fanservice. Donc là je me suis dit que pour la plupart on pouvait absolument tout vous servir et faire n'importe quoi et de toute façon vous serez content. Du coup j'ai hâte de voir Hagrid faire du Quidditch et que tout le monde trouve ça ouf. Le final du film, et là aussi je comprends pas, je vois pas comment ça fonctionne. On a Johnny Depp qui va brûler des dizaines de mecs avec des flammes bleues. Bon déjà comme par hasard c'est tous les mecs random qui crèvent et bien sûr il reste simplement les personnages principaux. Mais alors le coup de l'énorme dragon bleu magique qui pouvait aller raser la ville en 2 secondes, retenu par tout le monde par je ne sais quel sort avec Nicolas Flamel qui débarque aussi, mais... Quoi? Au-delà du fait que la scène soit moche, bizarre, etc., je vois pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. Déjà en termes d'échelle de pouvoir, je suis désolé, mais Voldemort et Dumbledore, c'est les meilleurs sorciers. Mais attendez, lors de leur combat dans le final de l'Ordre du Phénix, ils s'envoyaient pas non plus des trucs aussi gros et capables de raser des villes. En plus, personnellement, ce combat, je le trouve bien plus impressionnant, bien plus intéressant, plus joli visuellement, enfin, tout. Comment on peut justifier le fait que Grindelwald soit aussi cheaté? Vous avez été beaucoup trop loin, les gars. Perso, quand le combat s'est fini, je me demandais juste ce que je venais de voir. Et le twist final sur l'identité de Croyance, bon j'en pense pas grand chose, ok bah on verra ce que ça donne. Vous l'aurez donc compris, ce nouveau film sur les animaux fantastiques n'est pas une réussite. J'en attendais pas grand chose et pour le prochain volet ça sera pareil. C'est bien plus que moyen, ça ne construit pas grand chose à part vouloir étendre l'univers que l'on a découvert avec Poudlard. Avec un récit toujours aussi lent et tiré en longueur pour que ça tienne sur 5 films. En plus de ça, techniquement c'est pas dingue et oui peut-être que j'ai préféré le deuxième parce qu'on retrouve un peu plus l'univers d'Harry Potter. Mais bon, si on retire tout ce côté fanservice, je pense objectivement que le premier est meilleur. Donc oui, Les Crimes de Grindelwald est un film bien plus que moyen que je ne vous conseille pas, sauf si vous êtes fan de l'univers Harry Potter. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, je pense que la critique fera encore réagir. N'oubliez pas de lâcher un like avant de partir, de partager la vidéo, de vous abonner et on se retrouve bien vite pour parler encore de films et de jeux vidéo. À très vite.